Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui on se retrouve parce que nous sommes le 21 décembre, jour du solstice d'hiver. Oui, non. Bah oui, enfin si, c'est le solstice d'hiver, mais c'est pas pour ça. C'est aussi les 11 ans de Camille, bon anniversaire. Mais je ne fais pas une vidéo pour ça non plus. Et oui, nous sommes à la 6e année depuis le lancement de mon site internet, le 21 décembre 2010. Alors du coup, l'an dernier j'avais fait les 5 ans de légende, où je parlais des meilleurs films, de ceux qui m'avaient le plus marqué, que je vous recommande. Un petit lien ici, histoire que vous rattrapez ça, pour ceux qui ne me connaissaient pas encore à l'époque. Donc c'était l'an dernier. Donc l'an dernier, je parlais des meilleurs films. Cette année, je vais faire un bilan cinématographique de l'année 2016. Et un peu de voir s'il se dégage une tendance de ce qui s'est passé. En parlant des suites, franchises, spin-off, remake, tout ça. Puisque nous sommes dans une génération où on nous abreuve de franchises en tout genre, avec des sagas interminables comme les Fast and Furious, où ils ont déjà annoncé le 7, 8, 9, 10, enfin le 7 il est déjà sorti, le 8 arrive là bientôt, en avril, mais le 9 et 10 sont déjà dans les cartons, c'est waouh! C'est fou. Mais donc voilà, est-ce que ça marche à chaque fois? Est-ce que c'est une formule intéressante? Est-ce que ça façonne l'avenir de notre cinéma? C'est ce que nous allons voir tout de suite et maintenant. Mais pour ceux que ça n'intéresse pas de savoir tous les chiffres, etc., qui se disent que la connaissance, la réflexion, tout ça, c'est vachement surfait quand même. Ingurgiter des informations comme un mouton, c'est pas mal. Donc pour ceux qui veulent sauter directement à la conclusion, j'invite les gens à cliquer sur ce lien pour sauter directement à la timeline indiquée. Et pour les plus intéressants, ceux qui restent, on va parler un peu box-office. C'est mon petit dada. J'aime beaucoup le cinéma, voir les films et tout ça, mais analyser un peu le box-office, c'est très intéressant parce que, qu'est-ce que les producteurs font? Ceux qui marchent. Si ça marche pas, ils le font plus. Et donc, si les suites se cassent la figure, eh bien on n'en aura plus. Alors tous ceux qui disent ah oui, on a de plus en plus de suites au cinéma, ça fait un carton à chaque fois, faudrait que ça se calme, vive les films originaux, et ben vous allez être contents parce que les suites c'est quasi fini. Enfin, quasi fini, le problème c'est qu'ils les ont planifié des années à l'avance et qu'on va s'en taper jusqu'en 2020, 22, 24. Par exemple, les Animaux Fantastiques, c'est programmé sur 2024. Bah non, mieux qu'on va commencer directement. Je me suis calé sur le planning américain pour faire ça. Donc commençons avec le 15 janvier 2016. Qu'est-ce qui est sorti cette semaine-là aux États-Unis? Eh bien, Ride Along 2, ou Mise à l'épreuve 2, qui a une petite hausse de budget, on passe de 25 à 35 millions de dollars. Premier week-end d'exploitation aux États-Unis, 41,5 pour le premier, 35,2 pour le deuxième, c'est un peu moins bien, mais c'est surtout moins bien maintenu. 134,9 pour le premier, 90,8 pour le deuxième. Une perte sèche de 40 millions, légèrement rattrapée à l'international, puisqu'on passe de 19,5 à 33,4 millions de dollars. Ça reste un produit purement américain donc. Mais donc on passe donc d'un total de 154 à un total de 224. Donc on perd 30 millions de dollars avec un investissement de 10 millions supérieur. Ça n'a pas changé la face du monde, mais ils ont fait moins bien. Voilà, simple constatation. Le 22 janvier, qu'est-ce qui est sorti? Ip Man 3. Alors là, ça va être un peu ce qu'on va appeler les erreurs, enfin les bugs chinois, on va appeler ça. C'est qu'en Chine, le marché explose d'année en année, et du coup, ça se multiplie, c'est dingue. Pour rappel, Ip Man, le premier, avait rapporté 37 000 dollars aux États-Unis, 21 millions de dollars dans le monde, c'est peu. Ip Man 2 a rapporté 200 000 dollars aux États-Unis, et 49 millions dans le monde, waouh, quasi x2,5. Mais alors là, cette année, le 22 janvier aux États-Unis, Ip Man 3, 2,7 millions, ça commence à s'installer, mais surtout, 157 millions de dollars dans le monde. Une explosion purement chinoise, mais
Comme quoi, toutes les suites ne se cassent pas la gueule. Et c'est surtout sur le marché chinois qu'on va s'intéresser, j'ai l'impression, dans l'avenir. En parlant de ça, 29 janvier, semaine la suivante, Kung Fu Panda 3 sortait sur nos écrans. Alors, le premier, Kung Fu Panda, 130 millions de budget, 60 millions de démarrage, 215 à l'arrivée aux États-Unis, 416 en dehors, dont 26 millions en Chine, 631 millions de dollars au total. Tu m'étonnes, c'est vachement rentable, on en fait une suite. Kung Fu Panda 2, 150 millions de dollars de budget, on va hausser un petit peu. Démarrage à 47 millions, aïe, ça fait un peu mal. Mais bon, ça va, il s'est bien maintenu, 165 millions. On n'a pas trop perdu. 500 millions international, waouh. Mais c'est grâce à quoi? La Chine, on passe de 26 à 92. Explosion monstrueuse, pour un total de 665. Autrement dit, s'il n'y avait pas eu la Chine, le film aurait rapporté moins d'argent. Mais du coup, comme il y a la Chine, on continue. Kung Fu Panda 3, du coup, sorti le 29 janvier aux États-Unis. On reste à 150 millions de dollars de budget. Démarrage un peu poussif, 41 millions. Et il s'est pas super maintenu, 145 millions. Mais bon. 376 millions à l'international. Ah, ça fait mal, sacrée chute. Alors que, on passe à 154 millions en Chine. La Chine représente 40% des recettes en dehors des États-Unis. C'est d'une violence. Pour un total donc de 520 millions. Donc le film a rapporté moins, clairement moins, 145 millions de moins, alors qu'il a rapporté 62 millions de plus en Chine. Vache. C'est une tendance qui va se confirmer après. 5 février, petite hérésie chinoise, Monkey King. Le premier a rapporté 147 millions, le deuxième 194. Bon, voilà, c'est la Chine. Passons au 12 février. 12 février, nous avons eu Zoolander 2 qui est sorti. Alors, qui est sorti, mais waouh, 16 ans après le premier, un truc comme ça. Donc, ça a commencé à dater. On passe pour Zoolander 1 de 28 à 50 millions de dollars de budget pour le deuxième. On démarre à 15,5 à 13,8 pour le deuxième. Sauf que le premier s'était maintenu à 45, le deuxième 28,8. Ah la claque. Sachant que le premier avait fait 15,6 en dehors. On avait peu d'espoir, mais quand même 27,1. On a bien augmenté à l'international. Sauf qu'au final, on passe de 60,8 à 56 millions. Par rapport au budget, aïe 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 aïe, c'est la grosse gamelle. Mais bon, on a eu tellement pire cette année. 4 millions de pertes, c'est pas terrible. Comparé à qu'est-ce qui suit. Enfin non. En fait, le début de l'année, ça allait bien, ça allait bien. Vous allez voir comment ça s'empire après. Le 4 mars, la chute n'a pas été vertigineuse, loin s'en faut. La chute de la Maison Blanche, 70 millions de dollars de budget, avait démarré à 30, fini à 99, 71 millions de dollars en dehors des États-Unis, dont 5,8 en Chine. Vous allez voir pourquoi je dis ça. 170 millions de dollars au total. La chute de Londres, la suite. On passe à 60 millions de dollars de budget, on baisse un petit peu, on se dit oulala, on n'est pas sûr de comment ça va marcher. Surtout que le premier avait pas une réputation terrible. Démarrage poussif, 22 millions. Maintien pas terrible, 63 millions. Ça y est, on va arrêter les frais là, on le sent venir. Ah oui, ça marche pas. Et non, on passe à 143 millions de dollars international. Comment ça se fait? 52 millions en Chine, quasiment x10. Pour un résultat total de 206 millions. Le film aurait été en sacrée baisse s'il n'y avait pas eu la Chine. Du coup, un troisième est prévu déjà pour 2018, bien sûr. Alors, le 11 mars, semaine suivante, 10 Cloverfield Lane est sorti. C'était pas vraiment une suite de Cloverfield, mais un peu, donc on va un peu les comparer. On passe de 25 à 10 millions de dollars de budget. On a diminué, c'est normal, c'est pas du tout le même genre de film. Du coup, démarrage 40, résultat 80. Démarrage 25, résultat 72. Bien meilleur maintien grâce à un meilleur bouche-oreille, mais bon, moi je me l'explique pas. Mais forcément, on passe d'un gros film d'invasion extraterrestre ou chose équivalente à un petit huis clos dans une cave. Donc à l'international, s'en fout contre fou. On passe de 90 à 36. Ça pique. Pour un résultat total qui passe de 170 à 108. Mais ça n'empêche que God Particle va sortir en octobre prochain.
C'est le troisième de l'Universal Cloverfield. Le 18 mars, c'est la première grosse gamelle de l'année. Mais quand on dit gamelle, c'est historique et on en parle encore quasiment chaque semaine depuis. Divergente 3. Alors le premier, 85 millions de dollars de budget, le deuxième 110, le troisième 120. Démarrage 55, 151 au total aux États-Unis. Le deuxième démarrage à 52, on finit à 130, ça passe encore. Le troisième démarrage à 29. Résultat final, 66. Bah oui, il y a eu Batman vs Superman la semaine d'après, donc mais quand même. En dehors des États-Unis, on passe de 138 à 167 à 113. Alors qu'en Chine, 12, 18, 19, à peu près stable. Et du coup, premier, 289 au total, très rentable. Deuxième, 297, moins rentable à cause de la hausse de budget, mais c'est quand même vachement bien. Mais troisième, 179, ouch. Du coup, annulation pure et dure du quatrième, ils veulent faire un téléfilm, et personne ne jouait dedans. Pour ce qui s'annonçait comme la nouvelle franchise après Harry Potter, Hunger Games et tout ça, ça picote. Enfin, ça pique même très sévèrement. S'en essuie le 25 mars. Ouais, c'est ça. Mariage à la grecque numéro 2, ou My Big Fat Greek Wedding. Il y a eu 14 ans d'écart entre les deux, donc forcément on ne s'attendait pas à ce que ça monte au même niveau, puisque quand même le premier avait rapporté aux États-Unis 241 millions de dollars, 127 en dehors, pour un total de 368. Alors là, c'est le jackpot des comédies, c'est au niveau Very Bad Trip et compagnie. Ah, c'est waouh, radia. Le film n'a rapporté que 60 millions de dollars aux États-Unis, 29 en dehors, pour un total de 89 millions de dollars. Une chute de 76%. J'aurais tendance à dire que c'est historique, mais il y a eu pire. Oh oui. Mais pas encore là. Là, ça ne va être qu'une chute de 66%. Ah, c'est petit joueur. 1er avril, hein, ce n'était pas une blague. Après God's Not Dead, qui a rapporté 61 millions de dollars, le deuxième n'a rapporté que 21 millions de dollars. S'en est suivi le 15 avril. Ah oui, on a eu un paquet de suite, hein. Waouh. C'était la fiesta. Donc désolé si la vidéo est un peu longue, mais voilà, je me fais plaisir, j'ai envie de balancer des chiffres, je balance des chiffres. C'est juste pour que les gens s'en rendent compte. Et sinon, si vous en avez marre des chiffres, vous accélérez, c'est pas grave. Vous allez rater des sacrées pépites. Donc le 15 avril, le livre de la jungle a rapporté 364 millions de dollars aux États-Unis, pour un total de 966 millions. Par rapport au film d'animation de Disney, il n'avait rapporté que 141 millions de dollars aux États-Unis, 206 millions dans le monde. Mais si on compare en termes d'entrée, c'est l'équivalent de 706 millions. Du coup, c'est une belle hausse. Alors, ils ont fait carton plein, il n'y a pas de souci. Contrairement à Barbershop. Alors, Barbershop, c'est un truc qui n'est sorti qu'aux États-Unis, pour ainsi dire. Donc, ça ne nous concerne pas trop, mais bon. Depuis Barbershop 2 à 65 millions, on est passé à Barbershop The Next Cut à 54 millions. Petite baisse. Mais voilà. Le 22 avril. Waouh. Là, on part sur une claque qui t'arrache la mâchoire et t'enlève les 3/4 de la peau avec. Blanche-Neige et le Chasseur. Gros film, 170 millions de dollars de budget, avait rapporté 155 millions de dollars aux États-Unis, 241 en dehors, alors qu'il n'était pas sorti en Chine. Zéro, nada. A rapporté 396 millions de dollars dans le monde. Pas mal, hein. Du coup, on fait un petit spin-off, un petit à 115 millions de dollars de budget quand même. Sur les 155, il n'en reste plus que 48 aux États-Unis. C'est peut-être parce que il y avait le livre d'agent de la semaine d'avant, puis après Civil War qui est arrivé, mais bon. En dehors des États-Unis, on passe de 241 à 116, alors qu'il y avait quand même 16 millions de dollars en Chine. 16 millions de plus que zéro. Hein. Donc pour un total de 164 millions. C'est pas rentable du tout. Bon, ça va. On a l'impression que là, 164 par rapport à 115, c'est rentable, bah oui.
Mais ce que vous ne savez pas, c'est que 115, enfin tous les budgets annoncés, sont des budgets bruts. C'est-à-dire qu'ils ne comportent pas les frais de marketing, soit les pubs, spots publicitaires, tout ça, tac, tac, tac. Généralement, pour qu'un film fasse des bénéfices, on dit qu'il faut à peu près multiplier par 2,5. Donc là, par rapport à 115, il aurait fallu qu'il fasse quasiment 300 millions de dollars. On n'y est pas du tout. Donc le 6 mai, Civil War, j'en parlais. C'est difficile de le comparer aux autres Captain America. Du coup, on va le comparer à Avengers 2. Parce qu'en plus, ils ont tous les deux 250 millions de dollars de budget. Donc c'est les mêmes enjeux pour le studio. Démarrage 191 pour Avengers 2, 179 pour Civil War. Il n'y a pas une différence énorme, mais le maintien n'est pas été non plus terrible. On passe de 459 à 408. Petite baisse, mais grosse baisse internationale, puisqu'on passe de 946 à 745. En Chine, on passe de 240 à 190. Donc là, même la Chine a suivi. C'est rare, il faut le noter. Point total qui passe de 1 milliard 405 000, enfin 400, oui, 1 milliard 405 millions, à 1 milliard 153 millions. Donc c'est quand même une assez grosse baisse pour être notée. Mais une baisse ridicule comparée à ce qui a suivi 2 semaines plus tard, le 20 mai. Nos pires voisins 2. Alors en France, on peut rien abattre. Des Neighborhood, enfin Neighbor, ouais. Puisque c'est des films qui ont fait moins de 500 000 entrées, les deux. Donc là, on passe à 150 millions pour le premier, à 55 pour le deuxième. 121 en dehors, 53 pour le deuxième. Pour un total qui passe de 271 à 108. Là. Quasiment la plus grosse perte de l'année, la semaine suivante. Le 27 mai, X-Men Days of Future Past. 200 millions de dollars de budget. X-Men Apocalypse un peu moins 178, mais bon, ça reste dans les mêmes eaux. Démarrage 91 millions 66. Ouf. Résultat total 234 155. Mais surtout, en dehors, 514 388. Alors qu'en Chine, on passe de 116 à 121. Pour un total qui passe de 748 à 544, soit 204 millions de perdus. Itch. Ça fait kicker. Mais c'est de la limonade comparée à Alice au Pays des Merveilles. Là, on est sur du record historique. Bah, il faut dire qu'il y avait le bad buzz sur Johnny Depp et tout ça, donc Alice au Pays des Merveilles. Là encore, ils attendaient à une petite chute, enfin, petite chute. Donc, ils ont essayé de limiter la casse en diminuant un peu le budget. Donc, on passe de Alice au Pays des Merveilles, 200 millions de dollars de budget, à Alice 2, de l'autre côté du miroir, 170 millions de dollars de budget. Un démarrage 116 millions pour le premier, 27 pour le deuxième, maintien à 334, 77 pour le deuxième, et à l'international, 691 millions pour le premier, avec 0 en Chine, il n'est même pas sorti. Le deuxième a rapporté 58 millions en Chine, mais il a été capable de rassembler à l'international, en dehors des États-Unis, 222 millions de dollars. Pour un total de 1 milliard 25 millions, 299 millions. Une chute de 76%. Ça pique. Enfin, 76% sans compter la Chine. Sinon, si on compte la Chine, c'est 71. Mais ça reste de la claque, les claques. Alors, parlons de claque, le 3 juin, les Tortues Ninja. On passe de 125 millions de dollars de budget à 135. Ils s'attendaient à ce que ça marche mieux parce que, voilà, ils sortent les jouets, machin, Bob Steady, Rock, machin. Ils sont confiants et tout. Du coup, démarche 66 millions, 35 millions, quasiment la moitié. Et quasiment la moitié, ça devient même moins que la moitié avec le maintien. 191 millions pour le premier, 82 pour le deuxième. L'international, c'est la même chute. 302 pour le premier, 164 pour le deuxième, 62 millions en Chine, 59 millions. C'est pas la Chine qui les a plongés, loin s'en faut. Pour un total mondial qui passe de 493 à 246, moins de la moitié. Le 10 juin, on a eu 2 suites. Un, ça va, le deuxième, c'est censé aller, mais c'est uniquement grâce à la Chine. Conjuring,
Alors, Conjuring 1, 137 millions, Conjuring 2, 102, 181, 218, ils ont un peu mieux marché à l'international, mais c'est pas grâce à la Chine, parce que de toute façon ça sort pas en Chine les films d'horreur. Pour un total de 318, 320. Voilà, c'est pareil. Enfin c'est pareil, mais comme il y avait 20 millions de dollars de budget de plus pour Conjuring 2, ils ont rapporté moins d'argent. Mais bon. Insaisissable aussi, sorti le 10 juin. Le premier avait rapporté 118 millions aux États-Unis, à peine 65 pour le deuxième. Et en dehors, 234 pour le premier, 270 pour le deuxième. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Il se passe la Chine. 23 millions pour le premier, on passe à 97 pour le deuxième. Waouh, waouh, waouh. Du coup, 352 pour le premier, 335 pour le deuxième. Ils ont limité la casse grâce à la Chine. Mais voilà. 17 juin, Le Monde de Dory. Spin-off, suite du Monde de Nemo. On passe de 381 millions pour 486 pour le Monde de Dory. C'est une hérésie d'animation. Ce sont les films d'animation qui marchent mieux pour le deuxième. On va savoir pourquoi. Mais à l'international, on a quand même pas mal baissé. On passe de 559 à 541, sachant qu'en Chine, on est passé de 0 à 38. Donc voilà. Mais de toute façon, il serait resté supérieur, puisqu'on passe de 940 millions pour le Monde de Nemo à 1 milliard 27 millions pour le Monde de Dory. Il y en a quand même qui ont mieux marché que les précédents. Contrairement à Independence Day Résurgence, le 24 juin. On passe de 75 millions de dollars de budget à 165, on fait plus que doubler. Et pourtant, on divise par 3 les recettes aux États-Unis. On passe de 306 à 103. Et international, on passe de 511 à 287, alors qu'en Chine, on était à 0, on passe à 75. C'est-à-dire que là aussi, on aurait perdu les 2 tiers s'il n'y avait pas eu la Chine. Donc du coup, au final, moins de la moitié, on passe de 817 à 390, et si on prend en compte l'inflation, ça fait à peine le quart. Paye-toi ça. Le 1er juillet. Le 1er juillet, American Nightmare 3 s'en est plutôt bien sorti, puisque passant de 72 à 79 millions de dollars, il a su équilibrer par rapport au fait qu'il ait perdu 1 million de dollars en dehors, qui passe de 49 à 39, pour un total qui passe de 112 à 118, c'est l'équilibre. Contrairement à Tarzan, de David Yates, qui était pour un très bon film. Donc si on compare la version de 99, le film d'animation de 130 millions de dollars de budget, la version live 180 millions, alors que aux États-Unis 171 pour l'animation, 127 pour l'autre, et en dehors 277 pour l'animation, 230 pour la version live, alors qu'il y avait un bonus de 46 millions en Chine, qu'il n'y avait pas du tout pour l'animation, ce qui fait qu'on perd quasiment 100 millions, 448, 357. Voilà, voilà. Alors, 15 juillet, Ghostbusters. Alors, l'original, et ça ne prend même pas en compte l'inflation, 30 millions de dollars de budget, 140 pour le remake avec les filles. Aux États-Unis, on passe de 229 à 128, mais heureusement, il a doublé à l'international, on passe de 53 à 101, mais tout de même, 282 pour l'original, 229 pour le remake, ça picote. Surtout que niveau budget, c'est l'écart monstrueux, quoi. C'est une claque, Ghostbusters, il n'est pas rentable d'ailleurs, hein. Mais ça n'empêche qu'ils veulent en faire toute une franchise et tout ça, mais je pense qu'ils sont un peu emballés et ça ne verra jamais le jour. Comme Star Trek 4. Parce que là, niveau claque, ça impose aussi. Star Trek Into Darkness. Et Star Trek Beyond a à peu près le même budget, 190, 185, il n'y a pas eu de changement. On passe aux États-Unis de 129 à 159. Donc une sacrée perte. En dehors, on passe de 238 à 184. Alors qu'en Chine, on a un peu monté, on passe de 57 à 65. Autrement dit, s'il n'y avait pas la Chine, on perdrait la moitié quasiment. Pour un total mondial qui passe de 467 à 343. Pour le budget 185, c'est beaucoup trop faible. Ils sont bien emballés, le 4e ne verra pas le jour, ou alors aura un budget très très serré, et ce sera très certainement le dernier. C'est dommage parce que j'aime bien le Star Trek, mais voilà.
ça reste quand même l'opération du siècle comparé à l'autre sortie de la semaine du 22 juillet, L'Âge de glace 5. On disait que, enfin je disais tout à l'heure que l'animation ça marchait mieux en général. Effectivement, L'Âge de glace 1, 2, enfin c'est plutôt 1, 2, 3 et 4. Mais là, le 5, ils sont retombés très bas. Pour rappel, L'Âge de glace 4, 161 millions de dollars aux États-Unis, 64 pour le 5e. En dehors des États-Unis, 716 pour le 4e, 343 pour le 5e. Alors qu'en Chine, stable, 68-66. Du coup, au niveau mondial, on passe de 877 à 407. Moins de la moitié, ça pique. 29 juillet. Oui, on s'en fout, la vidéo sera très longue, c'est pas grave. Hein. De toute façon, prenez votre temps, j'en sortirai pas avant le... Je sais pas si je vais la sortir le 31, le 1er, le 2e janvier, on va voir. Hein, ma vidéo de 2017, mais je vais la sortir quand elle sera prête. Je vais la peaufiner, vous inquiétez pas. 29 juillet, Jason Bourne. Le petit retour après 9 ans d'attente. Enfin, il y a eu Legacy, mais... Donc, La mort dans la peau a rapporté 227 aux États-Unis, 162 pour Jason Bourne. Baisse significative. Qui était aussi marché international, puisqu'on passe de 215 millions à 253, mais avec la Chine qui passe de 3 à 67 millions. Il faut 20. Donc pour un résultat total qui passe de 442 à 415, c'est vous dire comment le film se serait cassé la gueule sans la Chine. Mais bon, du coup ils annoncent un 5e, on verra comment ça fera, mais bon. Moi je m'en suis déjà lassé. 12 août. C'est pas la claque du siècle, mais c'est vraiment pas terrible non plus. Peter et Elliot, le dragon. Au niveau international, puisque de toute façon il n'y a pas les chiffres en dehors des États-Unis. Mais rien que les chiffres internationaux pour Peter et Elliot le dragon, version live, remake, tout ça, 142 millions dans le monde, alors que compte tenu de l'inflation, la version originale elle a rapporté 150 millions de dollars rien qu'aux États-Unis en termes d'entrée. Du coup, waouh. Mais bon. Place à la plus grosse claque, même si c'est quasi du troll, pas très légitime. Mais ça me fait plaisir de lui démonter sa gueule. Ben dur. Le 19 août. Alors, on passe de version de 1959, 15 millions de dollars à 100 millions de dollars de budget. Pour un total aux États-Unis de 26,4, 74 pour le premier. Au niveau mondial, 94 millions pour le remake. Et l'original, rien qu'aux États-Unis, compte tenu de l'inflation, ça représente 844 millions de dollars. Soit une baisse de 89%. Et ça ne prend même pas en compte les chiffres internationaux. Donc voilà, c'était purement gratuit. 26 août, petite hérésie chinoise. Enfin, chinoise, c'est pas un film chinois, mais hérésie chinoise quand même. The Mechanic. Coûté 40 millions, on a Mécanique Résurrection 12. Il en rapporte 29 aux États-Unis, 21 pour le deuxième. Mais à l'international, 47 millions pour le premier, 105 pour le deuxième, grâce à la Chine qui passe de 14 à 50. Ce qui fait 76 millions pour le premier, 126 pour le deuxième. Le premier n'était même pas rentable, le deuxième se gave, ça n'a aucun sens. 16 septembre. C'est pas très légitime, mais bon. Blair Witch a rapporté 21 millions de dollars aux États-Unis, 24 millions de dollars pour un résultat total de 45 millions. The Blair Witch Project avait en son temps rapporté 141 millions de dollars aux États-Unis, 108 en dehors, un résultat total de 249 millions de dollars. On perd 82%. Mais après, si on cherche les petits détails, il y a eu un Blair Witch Project 2 qui est sorti effectivement, qui avait rapporté 47 millions. À ce niveau-là, on perd que 2 millions, mais si on compare à l'original, on perd quand même 82%. Ok. Bridget Jones, Baby. Le troisième Bridget Jones, l'âge des bébés, après l'âge de raison.
Voilà. C'est une semi-claque. On passe aux États-Unis de 40 à 24, mais c'est surtout un film britannique. Puisque quasiment le tiers de ses revenus viennent de là-bas. On passe en dehors donc, de 222 à 188 pour un résultat total de 212 donc, pour le troisième, alors qu'il était à 262 pour le deuxième. Donc on perd 50 millions. Même pas négligeable. Le 23 septembre, on a eu les 7 mercenaires, qui n'a pas été fulgurant en termes de box-office, mais l'original, il n'y a pas trop les résultats, donc voilà. Le 21 octobre, on a eu Ouija et Jack Reacher. Alors Ouija, 51 millions aux États-Unis, Ouija 2, 35, en dehors 53, 46, pour un résultat total de 104, 81. Petite baisse, mais baisse quand même. Vraiment Jack Reacher, lui c'était une plus grosse baisse, hein, plus bolasse. On passe de 80 à 58 aux États-Unis, en dehors 138, 102, même la Chine a suivi là ce coup-ci. Oh, qu'est-ce qui se passe? On passe de 15 à 9. Donc je prends un résultat mondial qui va de 218 à 160. Peu de chance si un troisième voit le jour. Comme un quatrième, Da Vinci Code. Wouch. Bon là c'est au fur et à mesure des années, mais quand même ça fait partie des grosses baisses de 60%. Da Vinci Code. Alors 125 millions d'heures de budget, en GDM 150, ils croyaient qu'ils pouvaient y aller mais c'était déjà un peu fini. Inferno, ils sentaient le coup venir que ZX ramassait la gueule, donc du coup ils ont divisé par 2, 75 millions d'heures de budget. Mais ce ne fut pas suffisant. Démarrage, Da Vinci Code 77, Angers-Démon 46, Inferno 15 millions. Da Vinci Code, alors que c'était de la merde en barre, avait quand même réussi à se maintenir à 218. Angers-Démon, moins bien, 133. Mais alors là, il n'y a plus personne. Inferno, 34 millions. Oh oui. Et en dehors, Da Vinci Code 540 millions, dont 13 millions en Chine. À l'époque, c'était extraordinaire. Angers-Démon 353 millions, il n'y avait même pas la Chine. Et Inferno, la Chine 19, hein. Mais à peine 185 en dehors. Pour des résultats mondiaux qui passent de 758 pour Da Vinci Code à 486 pour Angers-Démon. Et là, 219 pour Inferno. Il n'y a plus personne. Ça, waouh. Encore 70 et quelques pourcents de baisse par rapport à Da Vinci Code. Le 4 novembre, ça va un peu mieux, hein, c'est Disney, ça se diable de partout. Enfin, ça se diable quand même. Celui-là a fait beaucoup moins que Avengers 2, mais voilà. Donc le 4 novembre, Doctor Strange, on va le comparer à Iron Man. 140 millions, 65 de budget. Ça en a rapporté 318 à Iron Man. Doctor Strange sera aux autour de 230, peut-être un peu plus de 135, on va voir, en fonction de Noël. En dehors, grâce à la Chine qui explose, qui passe de 15 à 109, on passe de 266 à 440, pour un résultat mondial qui passe de 685 à 670. Et donc le film aurait rapporté moins d'argent s'il n'y avait pas eu la Chine. Mais voilà, maintenant il faut composer avec la Chine. Alors, la semaine, pas suivante mais encore après, le 18 novembre, nous avons eu Les Animaux Fantastiques. On va comparer ça avec les Harry Potter. Si on fait la moyenne de tous les Harry Potter, le budget moyen est de 179,6 millions. Les Animaux Fantastiques a un budget de 180 millions de dollars. C'est raccord. Donc la moyenne de Harry Potter a rapporté 280 millions aux États-Unis, 675 en dehors et 963 dans le monde. Les Animaux Fantastiques devraient terminer sa course aux alentours de 225 millions, c'est moins. Et en dehors, 550, c'est encore beaucoup moins, pour un résultat total de 775. C'est moins que Le Prisonnier d'Azkaban, qui était le moins rentable de tous les Harry Potter. Du coup, bon, ça reste un très bon investissement, mais c'est le moins rentable de toute la saga. Constatation. 23 novembre, Bad Santa 2. Le premier avait coûté 23 millions la 26, on avait rapporté 60 la 17. En dehors, le premier à 16, le deuxième à 5. Pour un total mondial de 76 pour le premier, 22 pour le deuxième. Une baisse de 71%, ça pique.
Le 16 décembre, on termine donc l'année avec Rogue One. C'est difficile de le comparer à un film déjà existant, donc on va essayer de le comparer au Réveil de la Force, hein, même si forcément il n'y a pas les mêmes enjeux, on passe d'un épisode numéroté à un spin-off. Mais tout de même, donc le Réveil de la Force avait un budget de 245 millions, là un budget de 200, ça reste du très très haut budget. Le Réveil de la Force avait démarré à 248 aux États-Unis, 155 pour Rogue One, c'est très inférieur, mais ça reste du gros démarrage. Et le Réveil de la Force a le score le plus élevé historiquement sur le territoire américain avec 937 millions de dollars. Ici, bon, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais on peut tabler sur entre 410 et 480. Et à l'international, le Réveil de la Force avait rapporté 124 millions en Chine pour 1 milliard 131 dans le monde, pour un résultat global de 2 milliards 68 millions. Là, je suis plutôt pessimiste, sauf en termes de Chine, parce qu'il y a quand même Donnie Yen, le héros de Ip Man, qui avait quand même rapporté plus de 130 millions rien qu'en Chine. Donc c'est un sacré héros là-bas. Il y a aussi l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est aussi une grande star chinoise. Donc je pense que la chinoise y avait, surtout que ça explose d'année en année. Donc je suis prêt à parier 200 millions en Chine, soit quasiment le double du Réveil de la Force. J'ai pas peur. Mais après je pense qu'en dehors, ça va faire grise mine. Et le film pourrait rapporter la moitié de ce qu'il avait rapporté le Réveil de la Force. Du coup je table sur un résultat en dehors des États-Unis à 700 millions pour un résultat mondial de à peu près 1,1 milliard. Donc ça fait de la chute. Donc avant de faire un petit bilan global, on va parler un peu de la France aussi, hein. Il n'y a pas que les États-Unis. Parce que nous sommes français. Je n'ai pas trouvé tant de suite que ça, hein, bizarrement. Mais donc on a eu les tuches. Ça c'est l'hérésie ultime de ça n'a aucun sens. Le premier avait fait 1,5 million d'entrées. Le deuxième, on a fait 4,6. Waouh, waouh, waouh. Alors, camping, 1, 2, 3, 5,5, 3,9, 3,2 millions d'entrées. Là, c'est plus normal, c'est l'érosion, à force, on faut arrêter de se foutre de notre gueule. Les visiteurs, bam, bam, bam. Là, c'est le deuxième, c'est tellement foutu de notre gueule, et le troisième, je ne suis même pas osé le voir. Alors, les visiteurs, 1, 13,8 millions d'entrées, c'était un événement monstrueux, tellement que le deuxième, avec une qualité exécrable, a quand même réussi à faire 8 millions d'entrées. Et du coup, pour le troisième, il faut arrêter de se foutre de notre gueule, à peine 2,2. Alors, on a aussi eu à Brise de Nice. Alors là, on passe de, pour le premier, 4,4 millions d'entrées, à pour le deuxième, Brise 3, 1,9. Donc là encore, c'est de la chute colossale. Mais beaucoup moins que la tour Montparnasse infernale, qui avait démarré à 2, enfin, qui avait fait 2 millions d'entrées, et la tour de contrôle infernale avait fait seulement 357 000 entrées, divisé par 6. Mais on a eu aussi, comme les tuches, enfin, pas dans les mêmes proportions dantesques, mais on a eu Joséphine aussi, qui a eu fait un peu mieux pour sa suite. Joséphine a fait 591 778 entrées, et Joséphine Sarandie a fait 881 290 entrées. C'est mieux. Donc voilà, place un peu au bilan. Donc, en 2016, nous avons eu en France 6 grandes suites. 3 qui ont fait moins du tiers, voire moins du sixième des entrées du précédent. 1 qui a fait un peu moins bien, 1 qui a fait un peu plus, 1 qui a explosé. Mais sinon, à l'international, centré sur les États-Unis, enfin, parce que sinon il y en avait 41, mais donc uniquement sur les États-Unis, ça fait 39 suites, spin-off, remake ou épisodes d'une franchise. Sur les 39, 31 ont fait moins bien, sachant que sans la Chine, c'est même 33 sur 39 qui ont fait moins bien, dont 9 qui ont fait moins de la moitié des entrées du précédent, 10 sans compter, si on ne compte pas la Chine, et donc 30 sur 39 ont fait moins bien en dehors des États-Unis et de la Chine. Donc ça veut dire que la Chine n'est pas trop concernée, mais sinon, les États-Unis, c'est même légèrement un peu pire que dans le reste du monde, un phénomène de baisse des suites.
Mais on va un peu comparer ça avec les autres années. Donc en 2007, 39 suites, dont 31 qui ont fait moins bien. En 2015, il y avait eu 36 suites, spin-off, remake, épisode d'une saga. Sur les 36, il y en avait 21 qui ont fait moins bien. Donc c'était toujours pas terrible, mais mieux qu'en 2016. En 2014, c'était quasiment comme 2015. 36 épisodes, machin, voilà. Contre 22 qui ont fait moins bien. Donc c'était légèrement pire qu'en 2015, mais bon, loin de 2016. En 2013, on avait eu 33 suites spin-off, franchise, machin, bidule. Et seulement 16 qui avaient fait moins bien. Donc là, on était encore sur un peu plus d'un sur deux qui marche. Enfin, qui marche. Des non rentables, il n'y en a pas. Si, il y en a. Il y a Bad Santa 2 qui a fait un four colossal. On a les 7 mercenaires, c'était quand même pas terrible, niveau rentabilité. Blair Witch, c'était une catastrophe. Ben-Hur, c'est une collision industrielle monstrueuse. On a eu Star Trek Beyond qui était quand même une claque monumentale. L'âge de glace 5, c'était quasi historique. Ghostbusters, ça a été un four monstrueux. Independence Day Résurgence, une claque ahurissante. Insaisissable 2 aux États-Unis. Tortue Ninja 2, par contre, là, c'est dans le monde entier, tu sais viander. X-Men Apocalypse, c'était très décevant. Ice de l'autre côté du miroir, c'était une abomination. Nos pires voisins 2, une horreur. Blanche-Neige et le chasseur, enfin la Reine des Neiges, le chasseur et la Reine des Neiges. Là, c'était encore moins du tiers. Et puis, c'est sans compter le God of Egypt. On en a eu des catastrophes qui n'étaient même pas des suites, juste des films originaux. Mariage à la grecque, c'est le record. Non, c'est Ben-Hur le record. Et moins 76% pour Mariage à la grecque 2. Même Cloverfield Lane, c'était pas glorieux. Divergent 3, ça a été un naufrage épique. On en parle encore sur Allociné. Et Kung Fu Panda 3, c'était pas glorieux. Voilà. Ça a été une année avec pas mal de boucheries. C'est le moment de se remettre un peu en question. Même avec Star Wars Rogue One, parce que si on fait à peu près la moitié du réveil de la Force. Donc c'est un peu tout le système cinématographique qui se remet en question. Est-ce que c'est encore judicieux de faire des suites? On s'appelle Disney, visiblement ça continue à marcher, mais on le sent, c'est pas très loin de s'effiler. Si on regarde déjà Doctor Strange, bon déjà le film a fait beaucoup moins de notes qu'Iron Man, d'accord? Mais même à l'international, il a pas fait tellement plus. C'est surtout grâce à la Chine qu'il a explosé. Et donc voilà, il y a un phénomène de lassitude qui s'installe. On a des suites programmées jusqu'en 2020 et un peu au-delà, mais il faut s'attendre Oui, c'est sûr, le phénomène s'est un peu accéléré. Là, si on regarde, on augmente un peu, pas chaque année, mais presque. Enfin, du moins, il n'y a jamais de baisse au nombre de suites, remake, spin-off, épisode d'une saga. Mais il y en a de plus en plus qui vont moins bien que les précédents. Ce qui fait que il est fort probable que une fois que la machine soit mise à jour, c'est-à-dire que là, on s'en rend compte vraiment cette année, sachant qu'un processus créatif met à peu près 4 ans à aboutir, en 2020, il faut s'attendre à ce qu'il coupe les ponts. C'est-à-dire qu'à partir de 2020, on aura atteint la saturation, on sera probablement autour de 45 films, dont quasiment 40 qui auront fait moins bien que les précédents. Il faudra s'attendre à ce que dès 2021, on retombe en dessous de 40, et à l'horizon 2024, on tombe presque à 20. Même les remakes, on a l'impression que ça augmente chaque année. C'est plus ou moins vrai, effectivement, même si on approche du niveau de stagnation. Mais l'industrie se met à se rendre compte de plus en plus que ça finit par être pas rentable. Alors bien sûr, il y a des films originaux qui sont les plus grosses catastrophes. Il y a plus de catastrophes sur les films originaux
que sur des films non originaux, comme par exemple les plus grandes catastrophes industrielles de l'histoire. John Carter, c'était un film original, même s'il est adapté d'un roman, mais les 3/4 sont des adaptations de produits déjà existants. Donc on a eu John Carter, on a eu Battleship, on a eu Jack et le chasseur de géants, enfin Jack le chasseur de géants. On a eu Tomorrowland, à la poursuite du lendemain. Voilà, c'est... Et peut-être qu'on va avoir Assassin's Creed et Passenger, j'attends de voir, mais c'est pas impossible que ce soit des catastrophes industrielles à son tour. Surtout Passenger, parce que les premiers retours sont catastrophiques. Le film a un très gros budget. Assassin's Creed, je m'inquiète pas outre mesure, mais c'est surtout que le nombre de salles est très faible aux États-Unis et qu'il y a bouchon. Ça sort en même temps que 2 gros titres. Il y a Rogue One qui est sorti 3 jours plus tôt. Ça fait peur. Donc voilà, le monde de demain change. Il est temps de s'en rendre compte. Les gens n'arrêtent pas de dire oui, les suites, machin. Non, il va falloir oublier. C'est en passe de changer. Le changement, en fait, est déjà effectif. Et ça, donc, comme je le redis, ça met des années à s'en rendre compte. Et voilà. Mais de toute façon, chaque année, ce n'est pas forcément des suites qu'on remarque le plus. Par exemple, là, cette année, enfin, c'était sorti l'an dernier, mais donc cette année en France, The Revenant. Ou en cette fin d'année, The Arrival. Premier contact. Enfin voilà, les suites, c'est pas forcément une bonne idée. La qualité n'est pas forcément au rendez-vous, même pas du tout. Est-ce qu'il y a vraiment eu une suite marquante Bon, Rogue One, Doctor Strange, Animaux Fantastiques, pourquoi pas. Mais sinon, en dehors de ça, si Bridget Jones Baby a eu des très bonnes critiques. Les Mademoiselles d'urgence, moi j'ai adoré, personnellement, voilà. Star Trek Beyond, pourquoi pas. X-Men Apocalypse, non, clairement pas, mais ça se regarde. Civil War, oui. Mais bon, c'est toujours plus intéressant de faire quelque chose de nouveau. Le message commence à passer, les choses vont bouger. J'ai moyennement confiance en l'année 2017. Qu'est-ce qui nous attend? Blade Runner 2. Il y a Alien Covenant. Voilà, il y a un paquet de suites en 2017, ça va être une boucherie encore. J'ai peur, j'ai très peur. Mais sait-on jamais, il faut savoir garder l'œil ouvert, l'esprit non fermé. Et advienne que pourra. Ouais, en fait, ça fait 5 minutes que j'essaye de broder, je sais pas trop comment terminer cette vidéo, donc voilà. Hein. De toute façon, c'était une vidéo comme ça, elle est bien trop longue. Il y aura probablement pas grand monde qui sera resté jusqu'au bout. Mais voilà. Donc je vais vous laisser. Je pense pas faire de critique d'Assassin's Creed ni de Passenger, mais sait-on jamais, si j'ai vraiment quelque chose de très intéressant à dire, et que contrairement à Premier Contact, mon enregistrement marche, et que je ne sois pas tellement dégoûté que je décide purement et simplement d'annuler la vidéo. Mais sinon, je prépare quelque chose de gros. Non, en fait, je prépare rien du tout. J'ai des idées très grosses pour 2017. Faut voir comment je vais les réaliser, si je les réalise. Et de toute façon, je vais faire une vidéo 2017 spéciale. Donc on va voir si ma vidéo sur 2017 correspondra à mes espérances et mes attentes. Je vais éviter de faire des promesses trop farfelues. Donc voilà. Allez voir des films, pas forcément des suites, même continuer à leur envoyer le message comme quoi on n'en veut plus, qu'ils arrêtent un peu. Ou alors envoyer des messages sur les bonnes suites, celles qu'il faut soutenir. Des Bains de Z, il aurait fallu soutenir, je pense. Enfin, du moins, j'étais très curieux de voir qu'est-ce qu'il aurait pu faire après. Mais visiblement, c'est tombé largement à l'eau. C'est dommage. Allez, quand je viens de vous cultiver, allez voir des films. Premier contact, de toute urgence, il faut vraiment le soutenir. Là, le maintien n'est pas suffisant. Bon, vous êtes trop, vous allez voir Rogue One. Oui, pourquoi pas, mais non, premier contact, allez, soutien. Allez. Bon, on se revoit pas forcément d'ici à la fin de l'année, on va voir. Hein. Mais sinon, d'ici là, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, mon site internet, et Chifette, c'est 6 ans, ma gueule. Et Instagram. Allez, salut les gens.